Et tout de suite, c'est l'heure de l'invité du grand journal Midi 1 Morning 2024 tire sa révérence en Afrique. L'année 2024 a été marquée par des élections présidentielles, des tensions entre la CEDEAO et l'Alliance des États du Sahel, la réaffirmation de la souveraineté de certains pays africains à travers le retrait des bases militaires françaises et d'autres faits marquants sur le plan politique. Pour en parler, nous sommes en direct avec M. Sédik Abba, journaliste, écrivain et spécialiste du Sahel. Bonjour M. Sédik Abba, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour madame et bonjour à tous vos téléspectateurs. Alors, l'heure est au bilan d'une année qui s'achève, jalonnée d'événements politiques qui est difficile d'énumérer dans leur totalité. Selon vous, sur le plan politique, qu'est-ce qui a marqué l'Afrique en 2024 ? Oui, les événements, comme vous avez si bien rappelé au début de cet entretien, il y a eu quelques présidentielles dans beaucoup de pays africains. Des présidentielles qui se sont passées au Mozambique, qui se sont passées en Tunisie, en Algérie, en Namibie, dans d'autres pays du continent, ces élections présidentielles, et au Ghana aussi, puisque nous sommes en décembre et que la présidentielle a eu lieu au Ghana le 7 décembre, les élections présidentielles au Tchad, les élections législatives aussi au Tchad. Donc, l'année électorale a été très intense et très dynamique sur l'ensemble du continent africain. À part l'exemple du Mozambique, on peut considérer que dans la plupart des cas, les élections présidentielles se sont plus ou moins bien passées. Il y a maintenant aussi les transitions militaires, puisque on sait que au Sahel particulièrement, des coups d'État militaires ont été opérés au Mali, au Niger, au Burkina Faso. Donc, il y a aussi ces transitions militaires. Donc, il s'agit quand même sur le plan politique d'une année qui a été très intense, qui a été marquée par un certain nombre d'élections présidentielles ou législatives dans certains cas. Parlons toujours des élections, M. Sédik Abba. Au total, 14 pays du continent ont été concernés cette année par des élections électorales. Au Sénégal, Bassirou Diomaye Faye du parti PASTEF a été élu président âgé de 44 ans. Il devient ainsi le plus jeune chef d'État depuis l'indépendance du pays en 1960. Au Ghana, également pays dans lequel un opposant a remporté les élections cette année. Peut-on dire que le Sénégal et le Ghana s'affirment comme des modèles de démocratie africaine stable et dynamique? Oui, on peut le dire. Je pense que ces élections présidentielles au Sénégal et au Ghana consolident l'ancrage démocratique de ces deux pays. Au Sénégal, on avait craint le pire avec les différentes tentatives qu'il y a eu de reporter la présidentielle. Finalement, la présidentielle s'est bien passée. Le candidat arrivé deuxième, Amadou Ba, a reconnu sa défaite, a appelé le président Diomaye Faye pour le féliciter. Et il y a eu une nouvelle alternance démocratique au Sénégal et ça consolide l'ancrage du Sénégal dans la démocratie, le renforcement de la culture démocratique. On peut dire la même chose au Ghana, c'est le candidat de l'opposition, John Mahamane Dramani, qui a remporté cette élection, un ancien président. Et là aussi, au Ghana, il y a eu non seulement cette élection démocratique, mais aussi le respect de la limitation de mandat qui est devenue au Ghana une sorte de tradition démocratique. Et je pense que ces deux pays peuvent inspirer le reste du continent, surtout l'Afrique de l'Ouest, dans le contexte que j'ai rappelé tout à l'heure, celui des différents coups d'État. On peut arriver au pouvoir par les voies démocratiques et il est important qu'on consolide la démocratie dans les pays africains pour que l'Afrique puisse se consacrer, après le chapitre de la démocratie, au chapitre du développement, qui est le défi le plus important pour elle. Bien que des pays comme le Sénégal ou le Ghana aient une culture de scrutin qui aboutisse à la reconnaissance par le perdant de la victoire du vainqueur, le jeu de l'alternance reste-t-il un défi important sur le continent ? Absolument, on peut dire que l'alternance reste un défi important.
il y a aujourd'hui, de façon plus générale, la volonté de rester au pouvoir le plus longtemps. Quand vous prenez les pays d'Afrique centrale, que je ne citerai pas, il y a une tradition de longévité qui veut que les chefs d'État passent 3, 4, 5, jusqu'à 5 mandats. Et je pense que ça, c'est un grand défi pour le continent africain. Le respect de la limitation de mandat. Il faut que nous ayons conscience, comme au Ghana, comme au Sénégal, que la vie politique, chacun vient apporter sa contribution, après il passe le relais à quelqu'un d'autre. L'alternance est un vrai défi. Le respect de la Constitution avec la limitation de mandat est un vrai défi. Et l'organisation des élections aussi. Parce que pendant longtemps, on a cru que les commissions électorales nationales indépendantes pouvaient organiser des scrutins démocratiques. Et quand on voit ce qui vient de se passer au Mozambique, et où la crise post-électorale n'est pas encore terminée, on a des inquiétudes sur ce plan. Globalement, notre pays, notre continent a besoin encore de faire de progrès pour renforcer la démocratie, surtout que l'Afrique est de plus en plus jeune. Les jeunes ont des aspirations à la démocratie. Je pense que la vieille Afrique où on peut rester longtemps au pouvoir, où on peut confisquer les élections, cette vieille Afrique-là, on a tourné la page et il faut que les dirigeants du continent en prennent conscience. Direction à présent la Namibie qui a fait l'histoire en élisant en 2024 pour la première fois une femme à la présidence. Une femme présidente n'est pas seulement un symbole, c'est un modèle pour toutes les femmes du continent. Qu'en pensez-vous? Oui, je pense que c'est une très bonne chose. C'est un très beau signal que la Namibie a envoyé. Non loin de la Namibie, en Tanzanie, il y a déjà une femme qui est présidente, qui fait un énorme travail. Et on se souvient de Mme Johnson Sirleaf au Libéria aussi, qui a fait un excellent travail. À mon avis, peut-être que le salut de la démocratie en Afrique, en tout cas le salut de la bonne gouvernance, pourrait venir par des femmes. Et je crois que sur 54 pays, si on n'a que 3 femmes, il faut faire encore des progrès pour avancer, pour que le continent ait davantage de femmes, puisque les femmes ont montré une gouvernance vertueuse. Quand on prend les exemples que je viens de donner, je crois qu'il faut continuer, il faut suivre l'exemple de la Namibie pour qu'il y ait de plus en plus de femmes. On a essayé quelques femmes premiers ministres dans le continent, il y en a encore au Togo, il y en a dans d'autres pays du continent, mais il faut aller de l'avant pour que les femmes puissent accéder à la magistrature suprême et qu'elles puissent apporter leur tâche à la contribution. Parce que quand vous prenez certains de nos pays, les femmes sont majoritaires dans la population. Donc, il n'y a pas de raison qu'elles soient exclues de la vie politique, que la vie politique soit une affaire d'hommes. Parce que quand on regarde le bilan du continent, je ne suis pas sûr que le bilan soit très flatteur pour les hommes. Donc, il faut faire de la place aux femmes dans la politique pour qu'elles puissent accéder aux plus hautes fonctions de l'État. Les pays membres de l'Alliance des États du Sahel ont quitté la CEDEAO, l'Alliance des États du Sahel créée en septembre 2023. Elle a été officiellement actée en 2024. Que retenir de cette alliance politico-militaire et économique entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger? Et quel avenir pour l'Alliance des États du Sahel dans le contexte actuel des tensions avec la CEDEAO? Oui, je pense que le projet qui a sous-tendu l'Alliance des États du Sahel lui-même est un projet crédible et justifié. Le défi sécuritaire au Sahel qui est devenu endémique et chronique, le défi sécuritaire au Sahel est un défi transnational. C'est plus un défi national. C'est un défi qui se pose à la fois pour plusieurs pays en même temps. Donc, la réponse aussi doit être transnationale, elle doit être régionale. Le fait de mettre en place l'Alliance des États du Sahel procède d'une bonne intention. Se mettre ensemble pour répondre aux défis sécuritaires, mutualiser les moyens qu'on a, partager les renseignements, partager tout ce qui peut être partagé pour construire une réponse à la menace transnationale me semble être une bonne démarche. Maintenant, le débat qui se pose de mon point de vue, c'est celui de savoir si le fait de créer l'Alliance des États du Sahel doit forcément entraîner le retrait de la CEDEAO. À mon avis, c'est sur ce plan qu'il y a un débat. Mais l'alliance elle-même est une bonne chose et il faut qu'elle continue d'avancer. Pour l'instant, il y a plus de bonnes intentions que de projets concrets que l'alliance a réussi à mettre, y compris sur le plan militaire. Il faut aller vers des brigades mixtes, nigéro-maliennes, nigéro-burkinabé, et cette étape doit être franchie. L'alliance a pris quelques initiatives importantes. Il y a eu en mai 2024 au Niger des exercices militaires de grande ampleur entre les 3 pays auxquels ont été invités
le Togo et le Tchad en tant que pays invités. Il y a eu quelques initiatives importantes. Il y a un projet de mettre en place un passeport commun, un espace commun économique, mais il faut aller, à mon avis, beaucoup plus loin, tout en essayant de garder les liens avec les autres pays. Aujourd'hui, quand on prend le plan sécuritaire, la menace, elle est en train de quitter le Sahel pour descendre vers les pays du Golfe de Guinée, le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire, le Ghana. Donc, il faut absolument que l'Alliance du État travaille avec les pays de la CEDEAO. Monsieur Sédic Abba, sur le plan sécuritaire et de la défense, on pense surtout au retrait des forces françaises du Tchad et prochainement du Sénégal. Qu'est-ce que cela vous inspire? Ah, ça, c'est un événement, à mon avis, historique. Parce que quand vous prenez le Sénégal, les Français, ils sont militairement depuis le XVIIe siècle, depuis le XVIIIe siècle. Au Tchad, les Français sont en place depuis 1900. Et personne n'a pensé que ces pays qui étaient jusqu'ici considérés comme des alliés les plus fidèles de la France au Sahel pouvaient un jour dénoncer de façon unilatérale les accords de défense et demander le retrait des forces françaises. Je crois que l'Afrique est en train d'ouvrir un nouveau chapitre, celui de l'affirmation de sa souveraineté, celui aussi de la diversification de son partenariat. Pendant longtemps, la notion de précaré a marché. La France considérait ses anciennes colonies comme une sorte de précaré. Et aujourd'hui, avec la compétition, l'arrivée de nouveaux acteurs, la Russie, la Turquie, la Chine, l'Afrique est en train de changer. Et à mon avis, ce retrait, cette demande de retrait des forces françaises des pays comme le Sénégal, comme le Sahel, ouvre un nouveau chapitre. Et ce n'est pas plus mal de redéfinir 60 ans, plus de 60 ans après les indépendances, les conditions d'un nouveau partenariat entre la France et les autres pays. Je ne pense pas que la France soit totalement évincée de ses anciennes colonies, mais il y a un nouveau type de partenariat qui prend en compte les nouveaux acteurs et, à mon avis, il faut maintenant travailler pour que les relations soient davantage gagnant-gagnant, win-win, comme disent les Anglais, entre la France et ses anciennes colonies. Monsieur Sédic Abba, je vous remercie pour ce précieux éclairage. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes journaliste, écrivain et spécialiste du Sahel. Je vous en prie.